Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule de révision sur le chapitre 7 en économie globale. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va étudier les fonctions d'offres globales dans le modèle macroéconomique. Et donc, oui, vos yeux ne vous trompent pas, il est bien écrit les offres globales. Vous allez voir que jusqu'à présent, là, quand on a fait la demande globale, ça ressemblait beaucoup à la demande microéconomique. Donc, ce n'était pas très dépaysant quand on étudiait la demande globale. Mais vous allez voir que le modèle macroéconomique se distingue davantage du modèle microéconomique lorsqu'on intègre au modèle les fonctions d'offre globale. Donc, préambule rapidement, c'est quoi notre but dans le chapitre 7 d'économie globale? C'est de créer un modèle théorique de l'activité économique canadienne. Jusqu'à présent, dans le cours, on avait travaillé avec des modèles microéconomiques. Donc, comment est-ce qu'on était capable de modéliser l'économie d'un marché? On veut transformer donc ce modèle microéconomique-là que l'on connaît, que l'on comprend bien, on veut le transformer en modèle macroéconomique. On a déjà dans la capsule précédente déterminé comment est-ce qu'on pouvait transformer et interpréter la courbe de demande globale, qui est simplement la version macroéconomique de la courbe de demande micro. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va transformer les courbes d'offres globales, en fait les courbes d'offres microéconomiques, en courbes d'offres globales. Et donc, commençons tout de suite avec la courbe d'offres microéconomique. La courbe d'offres en microéconomie, elle représente quoi? Il y a deux façons de l'interpréter. On se souvient d'abord de la première interprétation, qui est de dire que la courbe d'offres est une courbe de maximisation du profit. Donc, lorsque les entreprises voient un prix pour les pommes sur le marché, ils se posent la question, quelle est la quantité produite de pommes qui va maximiser mon profit? Et donc, la courbe d'offre me dit quoi? Elle me dit ici que sur le marché des pommes, lorsque le prix est égal à 2 la quantité offerte qui va maximiser mon profit est également égale à 2 unités. Donc, vous avez une courbe d'offre à court terme de maximisation du profit. On se rappelle aussi qu'on avait démontré que de maximiser son profit, ça l'impliquait également de gérer son coût marginal et ça nous laissait croire donc que la courbe d'offre était une courbe de coût marginal. Donc, on va retenir cette interprétation-là. Vous allez voir que c'est important. Donc, maximisation du profit, lorsque les prix sont plus élevés, les entreprises peuvent produire davantage et générer davantage donc de profit. La courbe d'offre a une pente positive, donc plus les prix sont élevés, plus c'est profitable de produire une grande quantité. Et vous avez ici plusieurs courbes individuelles pour chacun des marchés microéconomiques. Donc j'ai une courbe d'offre pour le marché des pommes et j'ai une courbe d'offre pour le marché des bananes. Comme pour la demande globale, vous pouvez combiner des courbes d'offres individuelles pour en faire une courbe d'offres agrégée, une courbe d'offres globale. Donc, lorsque j'additionne deux courbes individuelles, j'arrive avec une courbe globale et ma courbe globale ici représente la somme de mes deux courbes individuelles. Comme pour la demande globale, on doit faire attention au titre de nos axes. C'est-à-dire que sur le marché des pommes, l'offre de pommes est déterminée en fonction du prix des pommes et sur le marché des bananes, l'offre de bananes est déterminée en fonction du prix des bananes. Si j'additionne les deux courbes simultanément, je dois macroéconomiser le niveau des prix et vous avez donc le terme IPC, indice des prix à la consommation, qui va maintenant être ma mesure globale du niveau des prix. Même chose pour les quantités. Sur le marché des pommes, j'ai une quantité de pommes. Sur le marché des bananes, j'ai une quantité de bananes.
Et donc, si je veux macroéconomiser ma courbe, je dois utiliser plutôt le PIB comme mesure globale de la richesse produite par les marchés. Notez ici qu'on parle d'une offre à court terme. Et ce terme-là, court terme, va faire un peu de sens dans quelques instants. Donc, l'offre à court terme implique quoi? Elle implique que lorsque les prix augmentent, la quantité offerte va augmenter. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que lorsque les prix augmentent, c'est davantage rentable, c'est davantage profitable de faire une plus grande production. Dans le marché microéconomique, ça fait beaucoup de sens. Si McDonald's peut vendre ses Big Mac plus cher, eh bien, je vais vendre plus de Big Mac en faisant du profit. Ça va être profitable de produire et vendre plus de Big Mac. Par contre, dans le modèle macroéconomique, c'est moins évident. Parce que c'est quoi le profit au final? Le profit, c'est la différence entre les revenus et les coûts. Quand l'IPC augmente, ce sont les prix de tous les biens dans l'économie qui vont augmenter. Et donc, si on s'intéresse par exemple au Big Mac, eh bien le Big Mac a plusieurs composantes. Il a d'abord le revenu sur la vente du Big Mac, mais il y a aussi des ingrédients dans le Big Mac qui coûtent cher, là. Et donc, si l'IPC augmente, si le niveau global des prix augmente, oui, mon Big Mac va prendre de la valeur, mais attention, les coûts de production, les intrants vont aussi prendre de la valeur. Donc, pourquoi est-ce que c'est profitable de produire plus de Big Mac si, d'un côté, les revenus augmentent, mais les coûts également augmentent? Pourquoi est-ce qu'il y a un incitatif à produire plus? Eh bien, à cause d'une notion qu'on appelle la rigidité des salaires. Ce ne sont pas tous les intrants de la production qui vont coûter plus cher. À court terme, les salaires sont fixes. Les salaires sont rigides. Pourquoi est-ce que les salaires sont rigides à court terme? Plusieurs bonnes raisons. Souvent, les gens ont des contrats de travail. Il y a des gens qui travaillent au salaire minimum, mais le salaire minimum, c'est une loi qui est votée par le Parlement chaque année. Et donc, pendant certains mois, il peut y avoir des différences entre l'évolution des prix et le salaire minimum. Vous avez également des rigidités qui sont dues au fait que négocier son salaire, c'est difficile. Hein? Donc, si les prix augmentent dans l'économie, vous n'irez pas nécessairement voir votre patron le lendemain pour lui dire d'augmenter votre salaire. Donc, à court terme, il y a certainement une rigidité dans les salaires. Et cette rigidité-là, c'est une opportunité pour les entreprises. Quand les prix vont augmenter et que vos salaires n'augmentent pas, c'est comme de dire que votre salaire réel, votre salaire réel qui est égal à votre salaire nominal divisé par le niveau des prix, eh bien, votre salaire réel va diminuer. Vous devenez, en tant que travailleur, plus abordable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les entreprises vont embaucher davantage pour augmenter leur quantité produite. Ça vient nous montrer un petit peu ça pourquoi, dans les statistiques macroéconomiques, on voyait une relation inverse entre le taux de chômage et la production économique. Quand les entreprises produisent davantage, elles doivent embaucher davantage. Tout ça, c'est vrai à court terme. Pourquoi est-ce que tout ça est vrai à court terme? Eh bien, parce que tout ça dépend de la rigidité des salaires. En tout ce raisonnement-là sur la profitabilité de la production qui augmente dépend du fait que McDonald's et les entreprises peuvent profiter d'une main-d'œuvre qui est relativement bon marché comparativement au niveau des prix. À long terme, par contre, ce ne sera pas vrai. Donc, on va revenir à la diapositive précédente dans un instant. Donc, à long terme, ce ne sera pas vrai. À long terme, qu'est-ce qui va se produire? Si j'observe dans l'économie une hausse des prix, les prix coûtent plus cher. Ça implique donc que les salaires deviennent relativement plus abordables.
et que les entreprises vont vouloir embaucher plus pour produire plus de richesses. Sauf que cette embauche-là sur le marché du travail, sur un modèle de l'offre et de la demande, ça implique que les entreprises demandent plus de travailleurs. Si la demande pour les travailleurs augmente, on s'attend à une hausse du salaire, une hausse du salaire nominal qui va faire réaugmenter le salaire réel. Et lorsque le salaire réel augmente, eh bien, les entreprises vont devoir licencier et ça va être un retour à la situation initiale. Donc, la hausse des prix globales a un effet sur la production à court terme avec une augmentation des embauches, mais dès que les salaires augmentent, eh bien, ces gains-là disparaissent. Génial. On y revient dans un instant à qu'est-ce que ça implique sur le modèle. Donc, l'offre à court terme reste interprétée de la même façon que l'offre microéconomique. Dans les deux cas, ça reste une fonction de coût. Et donc, cette fonction de coût-là peut changer. L'offre peut diminuer, donc déplacement vers la gauche, c'est une diminution de l'offre. Elle peut diminuer lorsque vous avez une hausse des coûts, lorsque vous avez une diminution de la productivité des entreprises. Si les entreprises sont moins productives, c'est plus difficile de produire, diminution de l'offre. Le contraire est aussi vrai. Les différents déterminants comme ça de l'offre globale à court terme sont aussi présentés dans votre manuel de cours, donc n'hésitez pas à y aller pour voir une liste là, complète des différents déterminants de l'offre à court terme. Donc, revenons maintenant à notre offre. Vous avez ici une offre qui existe seulement à court terme. Donc, cette courbe d'offre-là, elle existe à court terme, mais pas à long terme. À long terme, c'est impossible, ça. Pourquoi est-ce que c'est impossible à long terme? On l'a déjà vu, ajustement des salaires avec les prix. Et donc, à long terme, et ici vous avez là un peu un raisonnement similaire, mais graphiquement à ce qu'on a vu à la diapositive précédente, à long terme, le niveau des prix ne peut pas avoir d'effet, ne peut pas avoir d'effet sur la production. Pourquoi? Parce que quand les prix varient, les salaires s'ajustent et l'emploi retourne à son niveau naturel. Donc, à long terme, l'offre des entreprises doit dépendre de facteurs fondamentaux. Et c'est quoi des facteurs fondamentaux en économie? Eh bien, ce sont simplement les grands facteurs qui génèrent de la richesse. Il y en a trois. Vous avez le capital, le travail et les ressources naturelles. Nous, on s'intéresse particulièrement ici au travail comme étant le facteur de production le plus important. Et donc, qu'est-ce que je sais? On a démontré précédemment que peu importe le niveau des prix, le travail allait converger vers un niveau naturel qu'on connaît déjà. Dans notre chapitre sur le marché du travail, on a parlé d'une notion qu'on appelait le chômage naturel. Et le chômage naturel représentait quoi? Il représentait essentiellement les capacités de production de la force de travail au Canada. Au Canada, on est 38 millions de Canadiens et sur 38 millions de Canadiens, on est 23 millions de travailleurs. Et donc, le Canada, sa capacité à créer de la richesse est limitée par le nombre de travailleurs qu'on est. Que les Big Mac qu'on vende se vendent 1$ ou 10$, s'il y a seulement 23 millions de cuisiniers, eh bien, ça veut dire qu'on est limité dans la quantité de Big Mac qu'on peut produire. Je ne peux pas produire plus de Big Mac que ce que mes ressources humaines permettent de le faire. Vous avez donc ce qu'on va appeler l'offre à long terme. Dans votre manuel, on lui donne un autre nom aussi. On l'appelle le PIB potentiel. C'est le potentiel de mon économie. Et le potentiel de mon économie, vous voyez bien qu'elle n'est pas affectée par le niveau des prix. Si le niveau des prix est faible,
ou élevé ou milieu, peu importe, j'ai toujours le même PIB réel. Le prix n'a pas d'effet sur le PIB. Donc ça, c'est mon offre à long terme. Comme pour l'offre à court terme, le PIB à long terme peut varier. Il peut varier comment? Ben, si les composantes de la production, ou plutôt les composantes fondamentales de l'économie, varient. Les composantes fondamentales de l'économie, on les a déjà étudiées au chapitre 1. Il y en a trois des composantes fondamentales: le capital, le travail et les ressources naturelles. Si le Canada développe plus de facteurs de production ou qu'il améliore la qualité de ces facteurs de production, eh bien, l'offre à long terme, la capacité de produire des entreprises va augmenter et vice-versa. Vous avez donc ici la courbe d'offre à long terme ou encore la courbe de PIB potentiel. Et donc ça conclut la particularité du modèle global comparativement au modèle microéconomique. Dans le modèle microéconomique, vous aviez une seule courbe d'offres. Dans le modèle macroéconomique, vous en avez deux. Vous avez une courbe à court terme qui dépend de la rigidité des salaires et vous avez également une courbe à long terme pendant laquelle les salaires sont flexibles. Génial. Et donc voilà, c'est ce qui conclut notre portion de résumé sur les courbes d'offres globales. Ne vous en faites pas si pour l'instant c'est compliqué. Les courbes d'offres globales à court terme et à long terme, ce n'est pas simple. Mais je vous promets qu'avec des exercices, vous allez éventuellement développer votre intuition de qu'est-ce que ces courbes-là impliquent.